That being said, dear audience, dear Cela dit, cher public, chers participants, chers collègues, nous allons maintenant commencer. good morning, a good afternoon, Je vous souhaite tous et toutes une bonne journée. Je m'appelle Simon et je travaille au bureau d'évaluation de l'UNICEF et j'ai le grand plaisir avec mes autres collègues que je vous accueille à notre webinaire intitulé Des crises à la coordination, qu'avons-nous appris à partir de l'évaluation du service collectif. Ce webinaire est organisé par les bureaux d'évaluation de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et les Croissants Rouges, l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé. Dans ce webinaire d'une heure de durée, nous allons partager avec vous les résultats de l'évaluation du service collectif, une initiative qui a été créée grâce à un partenariat entre ces trois organisations, la FICR, l'UNICEF et l'OMS. Nous allons parler de comment cette collaboration a impacté la coordination de nos services, ses challenges et ses réussites, ainsi que des recommandations stratégiques pour le futur. Nous espérons que cette session sera intéressante pour vous et nous espérons recevoir votre feedback, vos commentaires ou vos questions. Pendant ce webinaire, vous pouvez nous envoyer vos questions en utilisant la fonction questions-réponses que vous voyez sur votre écran en bas. Je suis avec Mickey et nos autres collègues, l'OMS, etc. Nous allons répondre à vos questions pendant la session. Vous devez également savoir que cette session est enregistrée pour qu'elle soit disponible pour les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et vous devez également savoir que nous avons l'interprétation simultanée en français disponible. Vous pouvez y l'accéder en cliquant sur le bouton d'interprétation. disponible. Vous pouvez accéder au canal de langue française en cliquant sur l'icône interprétation de la barre de menu. To start, let me give you... Alors, pour commencer, je vais rapidement expliquer ce dont nous allons parler pendant ce webinaire, mais avant, nous aimerions en savoir plus par rapport à vous, notre public, nos participants. Comme vous le savez, nous allons parler aujourd'hui du service collectif. Alors, pour savoir si vous connaissez ou non cette initiative, nous invitons à répondre à une brève question qui devrait s'afficher juste maintenant sur votre écran. La question est la suivante. Est-ce que vous connaissez déjà le service collectif? Vous pouvez choisir entre pas du tout, un petit peu ou je connais assez bien cette initiative. Je vous donne quelques instants pour répondre à cette question. Et maintenant, nous allons voir les résultats. Comme vous pouvez le voir, nous avons en mélange un petit peu plus de la moitié de nos participants ne connaissent pas du tout le service collectif, et puis un quart connaît un petit peu le service collectif, et un autre quart qui connaît cette initiative assez bien. Indépendamment de votre niveau de connaissance, nous voulons nous assurer que vous obtenez des informations importantes et intéressantes de ce webinaire. C'est pourquoi nous allons maintenant voir le contenu de notre webinaire. Un contenu qui sera partagé par des orateurs différents. Tout d'abord, nous allons voir la raison pour laquelle le service collectif a été créé, pour nous assurer que vous connaissez un petit peu mieux ce service. Ensuite, nous allons voir un peu le contexte de cette évaluation, le but et la portée. Et puis, la partie principale concernera la présentation des résultats, des recommandations, des constats. Et finalement, nous allons parler des étapes suivantes. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ou qu'est-ce que nous avons planifié comme suite à cette évaluation, et nous espérons à la fin avoir quelques minutes pour répondre à vos questions. Avant de rentrer dans les détails de cette présentation, j'ai le plaisir de saluer, d'accueillir M. Robert McCouch, qui est le directeur des évaluations de l'UNICEF, qui va partager avec nous ses propos d'introduction. Rob, vous avez la parole. Merci beaucoup, Simon. Soyez tous et toutes les bienvenus. Je vous salue depuis Pretoria, l'Afrique du Sud. Il fait assez bon en ce moment. Et voilà, je vous envoie
mes salutations. Merci d'avoir trouvé un peu de temps pour participer à ce webinaire. Je suis content de voir que la plupart d'entre vous ne connaissez pas du tout ou pas beaucoup ce service collectif. J'espère qu'à la fin de ce webinaire, vous allez mieux connaître ce service et surtout, vous allez voir ce que nous avons fait. En ce sens, comme Simon l'a dit, il s'agit d'un partenariat collaboratif entre nos trois organisations et il a été créé pour renforcer notre coordination ainsi que pour développer l'ampleur et la qualité des approches d'engagement communautaire sur le terrain. Une crise qui a évolué très vite, que nous connaissons bien, c'est la pandémie de la COVID-19. À cette époque-là, le service collectif a répondu aux besoins concernant les interventions de santé, non seulement pendant la pandémie, mais aussi pendant d'autres épidémies et d'autres désastres naturels en Afrique, au Moyen-Orient, aux Amériques, en Europe, entre autres. Cette collaboration a pour but d'éviter de doubler nos interventions et bien sûr développer nos connaissances et mettre à profit nos expériences partagées, nos ressources et nos réseaux afin de pouvoir mieux gérer les complexités qui entourent ces challenges d'une manière plus efficace. Évidemment, la pandémie de la COVID-19 nous a montré que les défis du fait de travailler ensemble était énorme et une seule organisation ne peut jamais aussi bien gérer les choses qu'un partenariat. C'est pourquoi il a été évident que nous devions nous réunir pour être plus efficaces. Disons que d'une crise est apparue cette opportunité. Cette collaboration a été formidable en deux sens, non seulement parce qu'elle représente un effort de coordination sans précédent et un effort de collaboration sans précédent entre nos trois organisations autour des crises aiguës qui sont devenues donc des crises chroniques comme la pandémie, mais c'est aussi une collaboration formidable dans le sens où la direction conjointe de cette initiative n'a pas vraiment été unique. Peut-être, et corrigez-moi si je me trompe, disons que ceci ne s'est pas toujours très bien passé parce que quand on gère des choses conjointement, ben, il y a toujours des petites difficultés. Vous avez déjà rencontré Simon, mais vous allez également écouter Anand, mon collègue Anand et Mickey. Nous avons tous travaillé très dur ensemble. Mais nous avons aussi travaillé de manière intelligente afin de pouvoir réaliser une analyse vraiment robuste avec tous les consultants pour que cette évaluation réussisse. Et j'en profite maintenant pour le remercier. Alors, quel était le but et la nature de cette évaluation? Eh bien, son but était d'évaluer les réussites du service collectif afin de pouvoir informer notre vision stratégique à l'avenir. Comme Simon l'a dit, et vous allez donc le voir dans quelques instants, les principaux constats, les principales recommandations qui ont découlé, qui découlent de cette évaluation. Mais avant de terminer, permettez-moi de remercier non seulement l'équipe de direction de l'évaluation, mais aussi toutes les personnes qui ont participé directement, qui ont directement contribué à ce service collectif dans un moment vraiment très difficile pour pouvoir produire, comme vous allez le voir, des résultats vraiment impressionnants sous beaucoup de stress et de difficultés, mais beaucoup d'autres personnes qui n'ont peut-être pas contribué directement, mais qui ont également participé à cette collaboration et qui ont contribué au succès de ce service collectif. Merci beaucoup. Maintenant, nous sommes en train de rédiger les conclusions ou disons la réponse. Et nous sommes en train de discuter encore de cette réponse de gestion. N'hésitez pas à partager vos commentaires, vos réactions sur ce que nous allons partager avec vous parce que ceci va informer également cette réponse que nous préparons. Voilà, nous avons beaucoup
travaillé et voilà, nous avons tous mis nos efforts, notre travail, les évaluateurs, nous-mêmes aussi, les responsables de l'évaluation, mais toutes les personnes qui ont contribué ont beaucoup travaillé et je suis confiant qu'à la fin de ce processus, les documents, les conclusions qui découleront de cette évaluation se traduiront dans des actions vraiment très solides qui vont améliorer le futur du service collectif. Voilà, une fois de plus, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Malheureusement, j'ai un autre engagement dans quelques minutes, donc je devrais partir bientôt. Mais voilà, merci beaucoup et j'ai très envie d'écouter toutes vos contributions. Merci Simon, à vous. Merci Rob pour cette introduction. Maintenant, voilà, le contexte a été posé. Il est temps de commencer avec notre présentation. Tout d'abord, nous allons mieux connaître le service collectif et pour ceci, je passe la parole à Diane Lecorvée qui est la responsable du service collectif. Merci, bonjour à tous. Merci pour participer à notre webinaire. Je pense que c'est une excellente opportunité pour vous présenter une brève introduction et un bref contexte de ce service collectif, parce que comme nous l'avons vu, la moitié d'entre vous ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, j'essaierai d'être le plus efficace possible et n'hésitez pas, bien sûr, à nous écrire sur le chat si vous avez des questions ou des commentaires. N'hésitez pas. Alors, par rapport à ce qu'a dit Robert, c'est exactement ceci. C'est la raison pour laquelle le service collectif a été créé. Une réponse simple serait de dire que les trois agences, la FICR, l'UNICEF et l'OMS, lors de la pandémie, ont établi un diagnostic commun, c'est-à-dire la réponse à cette pandémie a commencé vraiment au niveau communautaire. C'est pourquoi nous voulions nous assurer que les communautés, les personnes vulnérables étaient impliquées et que nous avions cette connexion avec les communautés dans nos réponses. Nous avons constaté que ce pilier tellement important pouvait être amélioré dans certaines épidémies. Lorsque nous pensons par exemple aux épidémies d'Ebola il y a quelques années, lors desquelles nous avons vraiment appris des leçons, nous avons constaté que nous devions mieux coordonner les efforts de toutes les institutions qui ont participé à la réponse et à la préparation lors de ces pandémies et de ces épidémies. Nous avons donc compris que le besoin était urgent. Et je pense qu'il est très intéressant maintenant de réfléchir à notre situation il y a 3 ans ou 4 ans, lorsque la pandémie nous a frappés. Et voilà, cette collaboration permet à toutes les agences d'apporter leur valeur ajoutée autour d'un agenda commun pour nous assurer que les approches mises en œuvre pendant la pandémie respectaient vraiment les besoins, les soucis des communautés afin d'avoir vraiment ce lien avec toutes les communautés du monde entier parce que nous ne parlons pas d'une seule région du monde, bien sûr. Dans le cas de la pandémie, c'était vraiment une pandémie mondiale. Donc, il était très important pour nous de comprendre comment les communautés étaient touchées, impactées par cette pandémie. Et nous voulions avoir en place un système qui nous permette de coordonner nos efforts. Ceci était vraiment la clé et l'objectif principal en 2020. Slide suivant. Alors, ici, vous avez cette visualisation sur le fonctionnement du service collectif. Comme vous le savez, les principales agences sont celles qui apparaissent en orange, donc la FIRC, l'UNICEF, l'OMS et GORN, c'est le réseau des alertes globales et des réponses, qui est au sein de l'OMS, mais bien sûr, nous avons travaillé avec d'autres organisations et d'autres institutions à tous les niveaux, c'est-à-dire niveau mondial, régional et
nationale. Parce qu'il est très important d'avoir ces liens avec les personnes qui font le travail sur le terrain et nous devons nous assurer que nous nous coordonnons effectivement dans la manière de gérer nos ressources, dans notre manière d'atteindre les personnes, les communautés, pour nous assurer qu'il y a une bonne intégration de la communication des risques et de l'engagement communautaire dans toutes les réponses. C'est une manière pour nous aussi de prouver qu'il s'agit d'une initiative basée sur les besoins. Nous devons répondre aux besoins des ministères de la Santé, des institutions et au final des communautés que nous voulons servir. Par conséquent, il s'agit d'un paysage vraiment de partenaires différents qui ont participé, qui ont travaillé dans ce service collectif jusqu'à la date. L'approche stratégique du service collectif est affichée sur votre écran maintenant. Compte tenu du processus d'évaluation et compte tenu que les résultats qui vous seront présentés maintenant sont en train de nourrir notre prochaine vision stratégique, voici nos priorités stratégiques jusqu'à maintenant, mais qui en fait pourront être adaptées en fonction du contexte mondial. Cependant, le premier pilier principal de cette stratégie concerne la coordination du support. Nous devons renforcer le niveau de communication, de coordination et de communication entre les partenaires pour nous assurer que nous sommes efficaces et que nous sommes capables d'atteindre les communautés qui sont touchées par les épidémies. Et bien sûr, nous devons travailler très étroitement avec les gouvernements et leurs partenaires, donc le plus près possible d'eux. Nous avons un deuxième pilier qui concerne les données. Il s'agit ici de nous assurer que toutes les données collectées à travers, par exemple, les mécanismes de feedback des communautés, à travers des évaluations rapides et collectives, eh bien, nous voulons nous assurer que ces données sont collectées de la meilleure manière possible, qu'elles sont analysées et qu'elles sont utilisées pour la prise de décision afin d'adapter nos interventions aux besoins des communautés qui ont été interviewées ou qui ont été consultées. Et le troisième pilier concerne la capacité de le support, disons, des renforts et les capacités. C'est un pilier qui est basé sur la demande des pays. Donc, tous les pays qui demandent notre support doivent le demander d'une manière formelle et nous devons nous assurer que ceux qui sont les mieux placés sont ceux qui vont fournir ce support. Donc, c'est une capacité sur demande, comme vous le voyez sur la diapositive. Suivant. Alors, ici, vous avez notre structure organisationnelle. Vous pouvez le voir que nous avons le comité de pilotage qui fournit cette orientation, cette vision au service collectif. Je suis ravie d'avoir parmi nous Nedret, qui est la présidente justement de ce comité de pilotage, qui est composé par les principales agences. Et puis nous avons également le secrétariat mondial, j'en fais partie, je suis la coordinatrice, et nous avons d'autres collègues qui sont responsables du plaidoyer. Nous avons également des experts techniques de chaque agence qui fournissent de l'assistance technique et du conseil aussi. Et la même chose est applicable à l'équipe de coordination régionale qui est bien établie maintenant dans la région de l'Afrique orientale. Il y a aussi donc le groupe de travail technique autour de la CREC. Nous avons une fonction de coordination et une fonction également de gestion des informations. Ceci a été développé ces 2 dernières années et ceci a été renforcé grâce au support du service collectif. Et puis vous pouvez voir les pays qui évidemment sont les principaux moteurs du service collectif avec leurs réponses, leurs besoins et leurs connexion avec le service collectif. Ici, vous avez cette carte qui montre depuis 2020 comment le service collectif a fourni du support à ces différents pays autour de différents services. Il a pu s'agir de services de communication des risques et engagement communautaire, donc des services autour des sciences sociales, de l'expertise dans les sciences sociales. Et puis, comme vous pouvez le voir à gauche,
ces services fournis ces 4 dernières années ont été assez différents. Entre 2020 et 2022, bien sûr, le focus principal du service collectif s'est concentré autour de la réponse à la pandémie de la COVID. Puis, compte tenu la courbe épidémique qui est descendue et compte tenu la, la nouvelle époque, disons, ou la nouvelle situation, nous avons pu tirer des leçons de notre travail pendant la pandémie et nous avons pu adapter ces approches à d'autres types d'épidémies, comme par exemple l'épidémie de choléra qui est très importante dans l'agenda, surtout de la région de l'Afrique subsaharienne maintenant. Voilà donc un petit peu où nous avons fourni notre support jusque maintenant, les principales régions sur lesquelles nous nous concentrons. Slide suivant. Oui, je pense que c'est tout de ma part. J'espère que c'était utile pour vous. C'était vraiment des informations très résumées, mais n'hésitez pas, si vous avez besoin davantage d'informations, de clarifications, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Merci Diane, merci beaucoup. Et j'insiste, effectivement, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez les écrire dans la fonction de questions-réponses. Tout ce que vous souhaiterez partager avec nous, n'hésitez pas. Alors, maintenant, nous connaissons mieux le service collectif. Maintenant, nous aimerions parler de l'évaluation qui a été réalisée. Nous allons voir quel a été donc le but et l'approche. C'est une évaluation qui a eu lieu l'année dernière sur la demande des partenaires du service collectif. Le but était d'évaluer la contribution du service collectif pour renforcer les systèmes de communication des risques et d'engagement communautaire dans la réponse mondiale à la pandémie de la COVID-19 et en même temps faire des suggestions, des recommandations aux décideurs, des partenaires du service collectif sur la stratégie, la vision et le modèle de coordination du futur, surtout par rapport à la pandémie récente, mais également pour le futur du service. Voici comment cette évaluation a été gérée. Comme nous l'avons déjà dit, ceci a été fait conjointement par la FICR, l'OMS et l'UNICEF. Nous avions une équipe d'évaluation composée par 3 experts externes qui ont mis en place l'évaluation. Et nous avions... Je vois aussi que notre collègue Magdalena est ici. Bienvenue à vous aussi. Nous avions donc des points focaux de chaque organisation pour la coordination et puis un groupe de référence qui a soutenu l'évaluation dans sa capacité de consultation. Donc, il y avait des experts et des parties prenantes de l'intérieur et de l'extérieur de ces organisations. Et puis, l'évaluation a couvert la période de 2020 à 2022. Et bien sûr, on s'est concentré sur les réponses collectives aux urgences humanitaires et de santé, surtout celles soutenues par le service. Voyons maintenant rapidement la méthodologie, les sources de données qui ont été utilisées pour cette évaluation ont été analysées afin de synthétiser les constats, les résultats que nous allons présenter aujourd'hui. Et donc, c'était une révision documentaire à partir de différentes sources, 88 interviews parmi des experts, une enquête en ligne avec des personnes de différents niveaux, donc des personnes qui travaillent dans le siège, le niveau régional et local. Et puis, nous avons évalué justement la donne dans les différents niveaux, siège régional et pays. Maintenant, je vais passer la parole à notre présentateur principal, Simon Laurie White. Il est le leader de l'équipe qui a mis en place cette évaluation. Il est expert dans la performance organisationnelle et il a participé à plus de 50 révisions d'institutions dans le domaine humanitaire. Maintenant, Simon nous montrera les résultats de cette évaluation. Simon, vous avez la parole. Merci. Je suis ravie de pouvoir partager avec vous en résumé des résultats de l'évaluation. Comme vous venez de l'entendre, je parle au nom d'une équipe de 3 personnes. Magdalena, par exemple, elle est connectée aussi ici. Et je vais passer en revue très rapidement les constats, les conclusions, les résultats des options pour le futur et quelques recommandations. Ce sera assez bref. Par conséquent, je vais
expliquer ceci de manière un peu superficielle, mais si vous voulez avoir des informations, des détails plus approfondis, eh bien, vous pouvez accéder au rapport. À la fin de la présentation, vous allez trouver donc les liens sur ces rapports et vous aurez aussi un lien sur les annexes avec les études de cas. Alors, passons aux conclusions concernant l'importance. La décision de lancer un tel service était la bonne. C'était un effort nécessaire, approprié et positif. Le fait de coordonner cette étude autour de la communication des risques et de l'engagement communautaire. Diane a montré une diapositive avec plusieurs acteurs et le service collectif a pu rassembler tous ces différents partenaires au niveau mondial, ceux qui travaillent dans la communication, les médias, le domaine médical, les urgences, les personnes qui travaillent aussi dans le domaine des changements de comportement et des changements sociaux. Eh bien, on a pu établir cette collaboration entre toutes ces parties prenantes et bien sûr, ceci est déjà une réussite. Puis, lorsque la pandémie et l'urgence était moins urgente, justement, nous sommes passés à la phase critique et le service également a évolué pour cette fois-ci répondre au choléra, à l'Ebola et à la sécheresse en Afrique. Slide suivant. Le service collectif a développé une théorie du changement qui s'est avérée positive et robuste, même s'il y avait un petit écart dans la théorie en ce qui concerne l'engagement avec les parties prenantes, parce que apparemment il y avait cette idée que les parties prenantes allaient donc s'engager directement, alors que ceci n'a pas été toujours le cas. Le service collectif a également atteint une certaine reconnaissance. Son nom a été de plus en plus reconnu, mais des fois, le service collectif était considéré par certaines personnes comme une entité différente des partenaires. Donc voilà, la reconnaissance du nom a été positive, mais après, il y a cette question du fait de voir le service comme quelque chose de différent des partenaires. Et puis, par rapport à la demande future, nous avons inclus une question pour savoir si les participants considéraient que le service serait nécessaire à l'avenir pour les prochaines urgences sanitaires. Et 87% des personnes ont répondu que oui, que le service serait nécessaire. Donc voilà, ceci a confirmé que le service serait donc nécessaire à l'avenir. Maintenant, concernant les contributions, concernant les produits, il y a eu toute une série de méthodes, d'outils, d'orientation dans le domaine de la CREC qui ont été considérés très positifs. Ensuite, il y a eu un feedback assez positif concernant l'utilisation de ces méthodes, de ces outils. Tout ce qui a été produit n'a pas pu être absorbé au niveau du terrain, ce qui est habituel dans des situations d'urgence, parce qu'on produit plus de guides ou de documents ou de méthodes que ce qu'on peut absorber au niveau du terrain. Mais c'est assez habituel. Ensuite, le réseau Gorn, comme Diane l'a dit, a fait un très bon travail en organisant des visioconférences mondiales avec beaucoup de participants et qui ont été très productives, surtout la première année, lors de cette phase de pic, pour ainsi dire. Et voilà, le réseau Gorn a coordonné les discussions depuis. La coordination régionale également s'est avérée positive, effective. Et si nous avions le temps de présenter et de parler des études de cas, nous montrerions comment cette coordination s'est déployée dans les différentes régions. Mais en Afrique du Sud et orientale en particulier, cette coordination régionale a été particulièrement effective. Elle dure déjà 3 ans. Maintenant, les données pour l'action, Data for Action, qui a été un concept conçu pour cette initiative,
s'est avéré également robuste conceptuellement, mais aussi très utile, parce que c'est un concept qui a rassemblé les scientifiques des données dans cet exercice de monitoring et d'évaluation pour influencer le design de programmes au niveau des pays, et ceci a été combiné avec le feedback des communautés et de la recherche dans les régions et les pays ciblés. On a lancé également une ligne d'assistance en 2022, un petit peu plus tard, et ce service d'assistance n'a pas été vraiment promu ou utilisé. Il y a eu beaucoup de formations sur la coordination, la science sociale, le feedback communautaire et la gestion des informations qui a rassemblé beaucoup de participants en ligne surtout, compte tenu de la nature de la pandémie. Maintenant, il y a des formations de plus en plus en présentiel, mais nous n'avons pas trouvé d'analyse de l'effectivité de ces formations. Et pour l'avenir, il faudra essayer de mieux comprendre vraiment comment ceci a marché, faire un petit peu plus d'analyse en ce sens. C'était vraiment une époque traumatisante, très difficile, surtout les premiers moments, et il a été très important d'apprendre au niveau mondial, au niveau régional et au niveau national tout ce qui pouvait être appris, et le service collectif a fait un très bon travail dans ce partage d'expériences entre les organisations. Nous n'avons pas trouvé ou nous n'avons pas constaté beaucoup d'efforts concernant la préparation ou la planification de la préparation sur le long terme. Dans la phase d'urgence initiale, bien sûr, on ne s'y attend pas, mais sur l'avenir, oui, il faudrait mieux programmer cette préparation sur le long terme. Ceci est donc une priorité pour le futur. J'ai déjà parlé des matériaux, des outils de haute qualité développés par le service, y compris donc sur les femmes, les enfants, les réfugiés, les migrants. Mais dans la pratique, nous n'avons pas constaté une grande attention concernant l'équité. Mais voilà, c'est un autre domaine à améliorer. Et puis, comme le financement était sur le court terme et limité, il n'a pas été possible d'atteindre tous les objectifs qui ont été donc envisagés au début. Maintenant, j'aimerais parler rapidement de certains des facteurs à succès, les facteurs qui ont fait que la communication des risques et l'engagement communautaire réussissent au niveau des pays. Ces facteurs ont été donc tous présents dans les meilleurs exemples, et je vais les présenter rapidement parce que à la fin, nous voulons vraiment faire la différence au niveau de la mise en place dans les différents pays, et ces facteurs à succès sont importants. Alors, un facteur à succès, c'est lorsque la CREC est incluse comme un pilier du système de gestion des incidences dans les situations d'urgence. Ensuite aussi, lorsque la CREC était coordonnée entre le gouvernement, les organisations de l'ONU, la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales, à part donc la coordination avec le gouvernement, bien sûr, et ceci s'est avéré assez efficace. Et puis aussi, dans les meilleurs exemples, il y avait toujours un flux d'informations bidirectionnel, donc les informations qui vont du centre jusqu'au niveau périphérique et vice-versa. Et une fois de plus, dans certains pays, il y a plusieurs canaux de communication, des canaux de communication entre les agences principales, mais aussi avec les autres parties prenantes, où il y a la création de groupes de coordination. Bien sûr,
ceci peut être difficile à réconcilier avec les canaux de communication avec la communauté, mais nous avons constaté que dans les exemples où ceci était bien mis en place, eh ben, nous avons constaté que ceci avait un effet très positif sur la mise en place de la communication des risques et l'engagement communautaire. Ensuite, nous avons également constaté l'importance de l'analyse des situations, du feedback communautaire, et puis tout ceci est très important pour prendre les décisions. Et lorsqu'il y avait tout ceci, le feedback des communautés, l'analyse de données et des médias, eh bien ceci informait les décisions et de meilleures décisions pouvaient être prises au niveau pays. Nous avons constaté différents challenges. Je vais prendre les deux premiers points ensemble. Bien sûr, un challenge, c'est que le service a été lancé très rapidement. Et voilà, tout ceci a démarré rapidement et il n'y avait pas vraiment beaucoup de consultations au niveau du siège. Il n'y avait aucune consultation au niveau des régions. Alors, lorsque le service collectif a été annoncé, les représentants des régions qui travaillaient déjà à la coordination dans le domaine de la CREC ont senti que c'était en quelque sorte une imposition depuis le siège et ceci a créé un petit peu de résistance et ceci a pris un certain temps avant d'être résolu. Dans la région de l'Afrique occidentale et centrale, la capacité complémentaire fournie par le service collectif a été mise en place pendant un an. Et dans l'Afrique orientale et du Sud, ceci a été disponible pendant plus longtemps. Alors, le financement était pour l'Afrique, mais cela ne veut pas dire que la coordination s'est limitée en Afrique. Non, ceci a concerné aussi d'autres régions. En général, il y a eu un fonctionnement très réussi entre ces trois agences. Il y a eu cependant certains cas de compétitivité, un peu de perte de confiance, parce que, et bien sûr, les autres partenaires du groupe étaient frustrés de voir que les partenaires principaux rivalisaient les uns avec les autres. C'était un peu frustrant. Cependant, ces situations ont été très limitées. Et franchement, lorsqu'on a des urgences tellement importantes, il y a toujours un certain degré de compétitivité, une certaine rivalité, c'est normal. Puis un autre challenge depuis 2021 ou 2022, le fait que le comité de pilotage n'a pas pu résoudre la direction future de ce service collectif, surtout concernant jusqu'à quand, ou disons, quelle est, oui, la période, sur quelle période le service collectif doit se focaliser, puis aussi les questions liées à l'agenda concernant la redevabilité envers les populations affectées du comité de pilotage interagence. Et puis donc, c'est une discussion qui continue encore aujourd'hui, j'imagine. Comme je l'ai déjà dit, les contraintes financières étaient importantes. Après la première année, le financement a commencé à décroître. Et après, avec la situation en Ukraine, encore plus, et ça reste un challenge aujourd'hui. Le fort engagement des membres du personnel et des points focaux des organisations a permis de surmonter et de relever pas mal de challenges. Malheureusement, le travail du service n'a pas été bien reconnu ou bien soutenu par la direction senior des partenaires principaux, peut-être parce que il y avait un peu l'idée que c'était quelque chose qui avait été lancé depuis le haut ou que c'était quelque chose de séparé alors que ce n'est pas comme ça. Et puis, concernant le suivi de la performance, nous avons constaté qu'il y avait de bons indicateurs de performance développés, mais nous avons observé également que cette supervision se concentrait sur les activités et les résultats et un peu moins sur les changements au niveau des systèmes.
Bien sûr, c'est normal parce qu'il faut du temps pour voir quels sont les changements au niveau du système. Mais voilà, ceci doit être également pris en considération. Maintenant, nous allons passer aux conclusions. À gauche de l'écran, vous avez plus ou moins le résumé des choses que j'ai partagées avec vous. C'est simplement pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de matériel très important pour le futur. Et à droite, vous avez un peu les choses qui n'ont pas si bien marché et qui méritent notre attention. Il y a un point que je n'ai pas mentionné peut-être, c'est le fait que l'accord entre ces trois agences a été développé assez rapidement. Il était assez léger ou faible concernant la redevabilité mutuelle entre les organisations. Et je suis sûre qu'à l'avenir, on va donc rédiger une version un petit peu plus robuste pour l'étape suivante. On nous a demandé de proposer des options pour le futur et après beaucoup de discussions et de réflexions avec le groupe de référence, nous avons donc proposé ces trois options que je vais expliquer rapidement maintenant. La première option est de changer l'approche d'une certaine manière pour que ce soit une approche appelée Nexus, c'est-à-dire une combinaison de la capacité et de la programmation du développement institutionnel des partenaires, ceci combiné avec les programmes de préparation aux urgences sanitaires. Autrement dit, une approche plus sur le long terme, plus profonde concernant le développement institutionnel, surtout lié à la capacité gouvernementale. L'option 2, c'est plus ou moins la situation actuelle, le status quo, c'est-à-dire avoir un service collectif comme il est maintenant. Et après, on aurait l'option de conserver ou de garder le même focus sur l'Afrique du Sud et orientale. Une autre option, ce serait de couvrir toute l'Afrique ou de rajouter d'autres régions. Donc l'option 2, c'est garder le service collectif tel qu'il est maintenant avec ces trois petites options, de garder le focus en Afrique, sur l'Afrique du Sud et orientale ou toute l'Afrique ou d'autres régions. Et puis l'option 3, c'est pour dire, voilà, au final, toutes les régions sont différentes, elles ont toutes leur propre dynamique. Elles ont déjà leur processus de coordination de la communication des risques et de l'engagement communautaire. Nous avons vraiment besoin d'un siège qui donne ces orientations générales, peut-être pas. Voilà, c'est donc la troisième option. Et voilà, ces trois options, c'est une proposition pour avancer sur notre discussion. Nous n'avons recommandé aucune option en particulier. Et il n'y a pas encore de décision prise par rapport à ces options. Slide suivant. Maintenant, les recommandations. 12 recommandations au total. La première, il doit y avoir une déclaration politique sur le besoin de coordonner la communication des risques et l'engagement communautaire dans les pays ou dans les crises. Quand ceci est nécessaire, ceci pour réunir toutes les parties autour de l'importance de ces initiatives pour ne pas que ceci donc avance ou évolue sans le support des directions seniors. Recommandation numéro 2, baser donc le service collectif sur les critères de succès. Je n'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails, je m'excuse pour une raison de temps. Ensuite, la recommandation numéro 3, développer et communiquer une nouvelle vision. Nous avons recommandé qu'il devrait y avoir un processus facilité pour rassembler toutes les personnes pour avoir une vision conjointe. Recommandation numéro 4, le travail du service collectif doit être plus basé sur une analyse robuste des capacités nationales autour de la CREC dans les pays à risque pour
pouvoir commencer par les unités d'opération des pays eux-mêmes. Donc, il faut commencer depuis la base, tout en connaissant quelle est la capacité. Et à partir de là, il faut concevoir ce dont chaque pays a besoin. Recommandation 5, répondre les membres du service collectif d'une manière ou d'une autre. Et il y a plusieurs options qui sont présentées dans le rapport complet. La recommandation, c'est pour nous assurer que les partenariats ou les partenaires sélectionnés sont alignés avec les objectifs. Recommandation numéro 6, explorer le potentiel ou la possibilité d'avoir des propositions de financement liées, pour ainsi dire, liées aux priorités mondiales et aux initiatives mondiales. Par exemple, en ce qui concerne la préparation aux pandémies et le travail autour de la redevabilité envers les populations touchées. Autrement dit, pouvoir faire en sorte que le service soit plus proche d'autres initiatives mondiales. La recommandation 7 concerne une discussion autour de la proximité du service collectif concernant le travail de la task force. Nous avons dit que cette relation devait exister, mais que ceci ne devait pas être complètement fusionné. Et nous avons constaté qu'il y avait des challenges dans le fait de donner de l'argent à une agence et puis qu'elles doivent le partager avec d'autres agences. Voilà, il faudrait tester donc la faisabilité d'un modèle qui facilite cette distribution. Ensuite, recommandation numéro 8. Nous avons déjà parlé. Ensuite, la révision de la théorie des changements. Et puis aussi, il y a la question du nom du service collectif, Collective Service. Nous avons évalué les avantages, les désavantages du fait d'avoir un nom différent et reconnaissable. Et nous avons vu également quels sont les désavantages du fait d'être considéré comme quelque chose qui opère séparément et de manière isolée. Et puis la recommandation 12, une recommandation très pratique pour dire, vu que nous avons fait ces recommandations jusqu'en 2022, c'est des recommandations, enfin nous devons avoir plus de temps pour que les accords puissent être mis en place, mis en œuvre pour le lancement de la prochaine phase du service. Voilà tout de ma part. Merci de votre attention. Simone, je vous rends la parole à vous. Merci, Simon. Merci à votre équipe également pour toutes ces informations, pour avoir partagé avec nous ces résultats. Nous concluons sur ceci la partie concernant l'évaluation, à proprement dire. Maintenant, il nous reste environ 10 minutes. Nous allons parler des prochaines étapes. Comme Rob l'a dit tout à l'heure, c'est une évaluation complète en ligne avec les normes et les standards internationaux. C'est aussi un processus de réponse. Cela veut dire que les principaux acteurs doivent répondre à ceci. Nous avons déjà entendu parler de ceci et ceci va être utilisé pour définir les étapes suivantes. C'est un travail qui est en cours de préparation par le comité de pilotage. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Nedret, qui est la directrice du département de renforcement de l'OMS. Elle est aussi la présidente du comité de pilotage qui va partager justement l'état de ces discussions actuelles et les prochaines étapes. Merci beaucoup, Simon, et merci à tous les deux, en fait, pour cette présentation excellente des résultats. Je remercie également toute l'équipe d'évaluation au nom des membres du comité de pilotage de l'OMS, de la FICR et de l'UNICEF. Avant de parler des prochaines étapes, permettez-moi de partager avec vous
quelques idées autour de cette initiative. Il s'agit d'un partenariat unique et très important qui est basé sur les points forts et sur les mandats de ces trois agences pour essayer de fournir le support tellement nécessaire pour les pays, les communautaires et le niveau sous-national. Il s'agit en fait d'une approche du bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas. Et on inclut la science sociale dans cette initiative, tout ceci pour créer des synergies avec des messages cohérents et clairs transmis aux utilisateurs finaux. C'est un partenariat qui a été créé pendant la pandémie de la COVID. Au point de vue du temps, c'est une initiative assez récente, mais en même temps, c'est une initiative qui n'a pas, disons, qui ne s'est pas limitée au Covid parce que on continue à travailler avec les autres épidémies, l'Ebola, l'hépatite, le choléra, les différents désastres naturels. Ben, nous avons continué à travailler ensemble en tant qu'équipe. Et en fait, ceci fait partie également des principaux processus mondial dans ce travail de préparation pour les prochaines pandémies. Dans les différents amendements, dans les différentes négociations, ce groupe de négociation qui travaille à un potentiel traité pour les pandémies, il y a donc une énorme reconnaissance de l'importance du fait de placer les communautés au centre. Et les États membres nous parlent de ceci de plus en plus, ainsi que d'autres partenaires, d'autres réseaux. Et le besoin, clairement, nous reconnaissons que nous devons travailler étroitement avec les communautés, nous devons les autonomiser, les capacités pour qu'elles soient prêtes, qu'elles soient résilientes et qu'elles soient capables de répondre de manière effective en cas d'urgence. Et ceci comprend le renforcement des partenariats et ceci implique aussi travailler avec différentes parties prenantes. Alors, avec tous ces besoins dans cet environnement complexe, les conclusions de cette évaluation ont été révisées de manière profonde et détaillée par le comité de pilotage ou de direction. Hmm, Nous avons déjà parlé de ce processus de réponse et nous avons déjà vu les différents résultats. Et moi, je ne suis pas d'accord avec une chose qui a été dite. Je pense que oui, qu'on voit l'engagement vraiment de la direction senior. C'est très important pour la continuation du service collectif. Il y a beaucoup de valeurs dans la continuité de ce travail. Il y a une énorme demande. Il y a des besoins qui sont également très importants. Et nous devons vraiment mettre à profit les résultats obtenus pour développer donc les synergies, l'alignement, la cohérence. Nous devons développer nos capacités pour toutes les communautés. En même temps, comme l'expérience nous l'a montré, par défaut, les urgences mondiales sont de nature complexe et il est difficile des fois de différencier donc les crises et les urgences parce qu'au final, tout est mélangé. Donc, maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y aura davantage d'urgence et que nous devrons mieux privilégier ces crises, donc des crises dans le domaine de la santé liées à des causes infectieuses ou des urgences humanitaires. Le comité de pilotage a discuté donc de toute cette stratégie, vision et portée. Et nous avons également discuté ce mécanisme de coopération et nous espérons que cette nouvelle vision
portera beaucoup de fruits. Voilà, vous devez savoir que le travail continue pour garantir les meilleures réponses dans beaucoup d'urgences. Une fois de plus, merci beaucoup à toute l'équipe d'évaluation. Les résultats sont extrêmement utiles et importants pour façonner la deuxième phase du service collectif. Nous ne savons pas si nous allons garder ce nom ou le changer. C'est justement l'un des points à discussion. Mais voilà, tout est très utile et vos résultats aussi. Merci beaucoup. À vous maintenant, Simon. Merci, Nedret, pour cette contribution. Et sur cela, nous en sommes arrivés à la fin de la présentation. Les pas très bonnes nouvelles, c'est que nous n'avons pas beaucoup de temps pour les questions. Mais les bonnes nouvelles, c'est qu'apparemment, il n'y a plus de questions. Il n'y a pas de questions sur notre chat. Mais cependant, si vous avez des questions concernant ce que nous avons présenté aujourd'hui, concernant l'évaluation ou le service collectif, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez contacter les orateurs d'aujourd'hui ou vous pouvez utiliser les adresses e-mail qui s'affichent maintenant sur l'écran. Vous pouvez également utiliser votre téléphone portable pour scanner ces codes QR que vous voyez sur l'écran et ceci va vous renvoyer directement sur les sites de ces bureaux d'évaluation et vous allez également pouvoir télécharger les rapports et les informations sur cette évaluation. Et sur cela, nous terminons ce webinaire. Permettez-moi de remercier une fois de plus nos collègues, Miki Tsukamoto, Anand, Robert McCouch, merci, Diane Le Corvec, Simon Laurie White et toute l'équipe d'évaluation. Et bien sûr, Nedret et Miroglou, merci pour toutes vos contributions. Je tiens également à remercier l'interprète, notre interprète de français. Merci beaucoup. Et puis, merci à vous tous, à tous les participants. Merci pour nous avoir rejoints aujourd'hui. J'espère que vous avez profité de cette session. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'autres informations. Et voilà, je vous souhaite maintenant une très bonne continuation. Voilà, nous terminons à l'heure et je vous souhaite le meilleur. Et j'espère vous revoir à l'avenir dans une autre opportunité. Merci, merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.